Salut tout le monde, bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, édition du 3 mai. Notre saison tire à sa fin. On sera là encore 2 autres semaines. On va mettre fin à notre balado-diffusion hebdomadaire le 17 mai prochain, ce qui va coïncider d'ailleurs avec notre centième présentation dans l'histoire de cette balado-diffusion qui en est à sa quatrième année. Alors, cette semaine, la semaine prochaine et dans 2 semaines, on sera là. Puis par la suite, on va prendre congé pour la saison estivale. Plein de choses au menu pour vous. On va beaucoup parler du mondial des moins de 18 ans qui se déroule au Texas depuis lundi dernier. On est en plein milieu. C'est jour de quart de finale aujourd'hui. Les demi-finales et finales auront lieu mercredi et jeudi. On va s'entretenir avec Gordie Dwyer, l'entraîneur adjoint de la formation canadienne des moins de 18 ans. On va évidemment avoir notre segment habituel sur le Rocket de Laval de la Ligue américaine, le Rocket qui reprend l'action demain soir, match qui sera présenté d'ailleurs sur les ondes de RDS face aux Marlies de Toronto. On va discuter avec la recrue Jan Michak, recrue d'origine tchèque, qui a la chance de jouer cette année au hockey professionnel avec le Rocket de Laval. Et on aura notre segment LHJMQ. On est en pleine série éliminatoire, la première ronde qui tire à sa fin. Là, il y a un match ce soir et si jamais l'Armada l'emporte contre les Olympiques, ben, on aura nos huit équipes qualifiées pour la ronde quart de finale. Et on va en profiter pour s'entretenir avec le nouvel entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax, Sylvain Favreau, qui a été confirmé là, comme entraîneur-chef au cours de la dernière semaine, mercredi dernier, en remplacement de Jean-Jacques Daigneault, qui lui a été congédié là, la semaine précédente par les Mooseheads d'Halifax. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous. On a plein de choses donc à vous parler. Et on va commencer cette semaine, on va changer un peu l'ordre des choses par le mondial des moins de 18 ans. Le Canada a disputé 4 matchs jusqu'ici, 4 victoires. Le Canada est la seule équipe invaincue présentement au mondial des moins de 18 ans. Le Canada a inscrit 28 buts en 4 matchs, n'en a accordé que 5 performances exemplaires à venir jusqu'à présent. J'ai évidemment, comme tout le monde, bien aimé. J'avais hâte de voir le travail de Shane Wright qu'on a reçu à l'émission la semaine dernière et de Connor Bedard, ces deux jeunes phénomènes. Wright qui a 16 ans, Bedard qui a 15 ans. Wright a joué seulement que 2 matchs, a été blessé là, pour 2 matchs, a été laissé de côté. Il a 5 filets en 2 rencontres jusqu'ici. Alors, il est parmi les meilleurs buteurs du tournoi. Même s'il n'a joué que 2 matchs, il n'y a que Danila Klimovic et l'excellent Matvei Mishkov qui ont plus de buts que lui à venir jusqu'à présent. Alors, j'ai l'impression que Wright n'a pas fini de faire parler de lui. C'est un joueur exceptionnel. On va en discuter d'ailleurs avec Gordie Dwyer dans quelques instants, une entrevue que j'ai réalisée au cours du week-end. Le Canada qui se mesure aujourd'hui à la République tchèque en quart de finale, les Tchèques qui ont pris le quatrième rang du groupe B. C'est un match qui a lieu en après-midi le 3 mai à 16h heure du Québec. RDS va vous présenter en différé ce soir à compter de 21h30 après le match des Sénateurs d'Ottawa. Donc, pour ceux qui voudront suivre le match plus tard en soirée, bien, ce sera possible sur les ondes de RDS avec ce match-là. À noter que les demi-finales et finales de mercredi et jeudi, elles seront toutes présentées en direct les 4 derniers matchs de ce tournoi, donc les 5 et 6 mai prochains. Qu'est-ce que je retiens également de la première ronde pour le Canada? Ben, beaucoup d'offensives de plein de joueurs différents. Oui, il y a eu Shane Wright qui a marqué 5 buts en 2 matchs, mais Francesco Pinelli a été très bon. Mason McTavish a été très bon. Les défenseurs, Corson Coolman, Olin Zellweger, également Brent Clark a été excellent aussi. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont mis la main à la pâte. Les deux gardiens principaux à date ont été en action pour chacun 2 matchs, Thomas Milic et Benjamin Gaudreau. Vous savez, il y a 13 joueurs de cette équipe-là qui n'avaient pas joué de match en saison dans la Ligue de l'Ontario cette année. On a réussi, je trouve, à former une belle équipe, une belle chimie. Et ça n'a pas trop paru là, jusqu'à présent. Évidemment, la République tchèque, le Canada est favori pour l'emporter aujourd'hui. Par la suite, les demi-finales, parce que ce seront les Finlandais, les Russes, les Américains, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, évidemment. On sait que les Américains, année après année, sont favoris de ce tournoi-là. Le mondial des moins de 18 ans est un peu le point culminant de leur programme de développement de 2 ans. Les joueurs arrivent au programme des moins de 17 ans, jouent toute la saison, montent ensemble pour les moins de 18 ans l'an prochain. Et le point culminant, c'est le mondial des moins de 18 ans. Alors, c'est pourquoi les États-Unis ont beaucoup de succès à ce tournoi année après année, beaucoup plus que le Canada, qui envoie une formation assez hétéroclite à chaque année, qui est bâtie avec des joueurs éliminés là, des séries éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey. Alors, c'est assez difficile de rivaliser, mais le Canada a réussi quand même au fil des ans à gagner 3 médailles d'or à ce tournoi. La dernière remonte à 2013. Connor McDavid, qui avait aussi 15 ans, un peu comme Connor Bedard cette année,
avait été le leader de cette formation canadienne qui avait gagné le tournoi présenté à Sochi, donc en 2013. Parmi les autres joueurs qui ont fait parler d'eux dans le tournoi, je vous ai glissé un mot de ce Matvei Mishkov de la Russie, qui est le principal rival de Connor Bedard pour le repêchage de la Ligue nationale de 2023. Il a 9 buts en 4 matchs. Il a réussi un tour du chapeau à ses 2 dernières sorties contre les Tchèques et contre les Allemands. Mishkov est tout un joueur aussi qu'on va sûrement avoir la chance de voir. La Russie, normalement, aujourd'hui, devrait battre le Bélarus et se qualifier pour la ronde demi-finale. Alors, on aura l'occasion de voir les 2 prochains matchs des Russes sur les ondes de RDS mercredi et jeudi. Ça devrait être intéressant. Outre l'affrontement Russie-Bélarus et République tchèque-Canada, les 2 autres quarts de finale aujourd'hui, les États-Unis contre la Suède, ça, ce ne sera pas facile. Et la Finlande contre la Suisse, la Finlande qui est favorite pour accéder au carré d'as également. La formation canadienne qui est dirigée par Dave Barr, cet ancien de la Ligue nationale qui a joué plus de 600 matchs. Et un de ses adjoints, c'est Gordie Dwyer, qu'on a bien connu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a dirigé le Rocket de l'île du Prince-Édouard, les Islanders de Charlottetown, qui a été impliqué plusieurs fois dans des tournois de hockey Canada, que ce soit au niveau des moins de 18 ans, des moins de 17 ans. Il est même allé comme entraîneur adjoint aux Jeux olympiques de la jeunesse pour les moins de 16 ans l'an dernier. Alors, c'est un gars qui s'implique avec la formation canadienne. Évidemment, en ce moment, il ne dirige pas d'équipe proprement dite. Les offres sont là en quelques occasions pour lui. On verra ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Mais hier soir, j'ai fait un brin de jazzette avec lui en direct du Texas où il préparait, il revenait de la séance d'entraînement de la formation canadienne et se préparait pour le match contre les Tchèques. Aujourd'hui, on écoute donc cette entrevue avec Gordie Dwyer. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, notre invité Gordie Dwyer, entraîneur adjoint avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans, qui a présentement une fiche de 4 victoires et aucune défaite au Texas. Gordie, premièrement, merci d'avoir accepté de discuter avec nous. Parle-moi de cette expérience-là présentement avec les moins de 18 ans. C'est un championnat, évidemment, avec les règles de la COVID, puis tout ça. Il manque des joueurs, mais dans l'ensemble, je pense que vous avez réussi à créer un bon groupe. Là, si on se fie à ce qu'on voit sur la patinoire, il semble y avoir une belle chimie là, dans l'équipe. Bien, merci beaucoup, Stéphane. C'est toujours un plaisir de faire partir de ce programme. Mais c'est certain que c'est un beau défi pour nous. Avec le COVID, c'est certain que c'était un défi supérieur qu'aux années passées. Mais pour nous, c'est quand même la préparation était très clé pour s'assurer d'avoir une équipe compétitive pour ce tournoi. Et c'est certain avec les différents défis, avec les challenges qu'on a eu avec certains joueurs qui ont eu peut-être moins d'opportunités cette année de jouer au hockey. C'est quand même une belle opportunité pour eux de se démontrer dans ce tournoi international. Est-ce que vous avez senti vraiment la différence avec les gars de l'Ontario quand vous avez commencé à vous entraîner? Je regardais la liste, il y a 13 joueurs de la Ligue junior de l'Ontario. Il y a certains qui n'avaient pas joué du tout, d'autres s'étaient trouvé quelques endroits là, pour jouer quelques matchs ici et là en Europe. Est-ce que vous voyez que peut-être comparé aux gars de l'Ouest, comparé à peut-être Guillaume Richard qui a joué une saison complète dans la USHL, il y avait une différence? Bien, c'est sûr que c'est certain pour ces joueurs-là, ça reste un défi avec le calibre du jeu, avec le niveau du jeu qui est ici, avec tous les meilleurs joueurs internationaux de cet âge-là. C'est sûr que pour eux, c'est un grand défi. Les joueurs de l'Ontario, avec pas de matchs en Ontario cette année, ils ont certains qui ont joué ailleurs, que ce soit en Europe, ces choses-là, mais les gars, ils ont été sur la glace, mais c'est certain qu'avec tous les petits détails, point de vue système de jeu ou d'exécution, ça reste un challenge pour eux. Et je ne te dirais pas que les joueurs de l'Ontario sont un petit peu en arrière de l'Ouest, mais c'est certain qu'avec les joueurs de l'Ouest qui ont eu l'expérience d'avoir joué cette année, ça quand même ça a aidé dans leur préparation. Gordie, on avait parlé à Scott Salmon lorsque la décision a été prise par les équipes de la LHJMQ, puis tu as déjà été entraîneur de la LHJMQ, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Il n'y a pas de joueurs de la LHJMQ parce qu'on est encore en séries éliminatoires. Est-ce que pour eux, c'est une perte ou tu penses que le hockey des séries reste quand même quelque chose de peut-être important là, aux yeux des dépisteurs qui vont regarder parce qu'on perd une opportunité pour certains d'être avec vous en ce moment. Il y en aurait peut-être eu 4 ou 5. Là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils jouent des séries. Qu'est-ce qui vaut le plus selon toi? Bien, c'est certain que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Puis avec le temps, avec où est-ce qu'on est rendu avec le COVID, on est quand même très, très chanceux de pouvoir compter sur ce tournoi ici pour les joueurs et d'avoir cette opportunité-là.
Mais aussi, il faut donner crédit à la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont poursuivi toute la saison longue pour connaître des séries, pour connaître une excellente saison. Fait qu'il faut donner crédit à la Ligue. Et c'est certain que les séries au Québec, c'est toujours une belle opportunité, pas juste pour les partisans ou les équipes, mais aussi pour les joueurs. Fait que je pense que c'est certain qu'il y a des joueurs qui auraient pu faire cette équipe qui font partie du Québec, mais c'est quand même des joueurs qui ont quand même une belle opportunité de poursuivre le hockey cette année au Québec. On a eu la chance, évidemment, de présenter vos 4 premiers matchs. Certains amateurs au Québec avaient entendu parler de Connor Bedard, de Shane Wright, un gars de 16 ans, un gars de 15 ans. Shane Wright a été très bon dans les 2 matchs qu'il a joués. Bedard, on regardait ses statistiques avant d'arriver, était premier compteur de la Ligue de l'Ouest à 15 ans. Ces 2 joueurs que tu as la chance de côtoyer, là, est-ce que c'est vraiment, même dans le quotidien, dans leur façon de se préparer, déjà, on voit qu'il y a quelque chose de spécial avec ces 2 bonhommes-là? Exactement. Shane Wright, c'est un joueur complet. C'est un joueur exceptionnel, un joueur très sérieux, un joueur qui est très bien préparé. Et pour nous, c'est le leader de cet âge-là pour le Canada. Et c'est certain qu'on a juste eu l'opportunité de le voir jouer durant 2 matchs à date, mais il a vraiment connu des bons matchs. Puis c'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup de hockey depuis les 14 derniers mois. Fait que faut être prêt pour performer à ce niveau-là. C'est quand même un joueur exceptionnel. Quand on parle de Connor Bedard, c'est aussi un joueur exceptionnel, un joueur axé sur un caractère offensif, un lancer foudroyant, mais pas juste un lancer, une excellente vision de jeu, un joueur qui est très, très dangereux offensivement, mais aussi un jeune homme de 15 ans, un jeune homme qui prend toutes ses expériences et c'est quand même, on est vraiment content de compter sur ces 2 joueurs-là pour le Canada aujourd'hui, mais aussi dans le futur. La semaine passée, dans mon émission, on a parlé avec Shane Wright qui avait été nommé capitaine juste avant et on se disait, on regardait les matchs de votre groupe. La Suède semblait être l'équipe la plus puissante, celle qui pouvait vous causer plus de problèmes. Bang, une victoire de 12-1 en partant. Est-ce que par la suite, il y a eu comme un effet de peut-être prendre les autres clubs à la légère? Parce qu'on l'a vu après ça contre la Lettonie, ça a été un petit peu plus difficile. Puis le Bélarus vous a quand même donné une bonne opposition, là, autant au niveau des tirs au but, des chances de marquer. Est-ce qu'il y a eu comme un effet après la Suède que il y a certains ont pensé que ça va être un walk in the park? Ou... Non, mais pour nous, c'est sûr qu'il faut donner crédit à l'opposition. C'est sûr qu'on a bien commencé le tournoi avec la Suède. On était très opportunistes avec nos opportunités offensives et on a connu un très bon match. Pour nous, les joueurs étaient très prêts. Ils avaient vraiment hâte de commencer le tournoi et de compétitionner. Et plusieurs, ça faisait plus que 14 mois qu'ils n'avaient pas vu l'action. Fait que pour nous, on était très bien préparés. On avait bien commencé le tournoi. Et par la suite, c'est sûr, il faut donner crédit aux équipes. C'est les meilleurs joueurs de chacun de leur pays. Et pour nous, la Lettonie était une équipe qui était prête, une équipe qui était très physique avec nous. Et, on a eu des opportunités offensives, mais il faut donner crédit à leur gardien de but. Et par la suite, la Belarus, c'est une équipe aussi, une équipe qui est ensemble depuis les 2, 3 dernières années, qui travaille toujours ensemble. Fait qu'il y a une équipe qui était très bien préparée, une équipe qui était très structurée, et aussi avec d'autres joueurs de talent. Et pour nous, c'était bien de connaître ces matchs-là aussi contre la Suisse. C'était des matchs qui nous préparent pour le quart de finale qui s'en vient. Quel est ton rôle exactement dans l'équipe avec Dave Barr? On voyait, c'est toi qui as parlé avec les joueurs quand vous avez déployé le 5 contre 3. Ça, tu t'occupes de l'avantage numérique, quoi? Ouais, je suis en charge de l'avantage numérique et aussi avec les joueurs d'attaque. J'ai eu beaucoup de paroles avec nos joueurs d'attaque et aussi dans une certaine facette de jeu offensive avec notre équipe, que ce soit les mises au jeu ou avec le quotidien aussi avec les joueurs. Mais on est 3 entraîneurs avec Mike Stothers et Dave Barr et on travaille très bien ensemble. Fait que, chacun a son rôle à accomplir, mais c'est certain qu'on travaille ensemble pour le bien de l'équipe. En tout cas, pour l'avantage numérique, ça va relativement bien. Le 40 jusqu'à présent, tu dois être satisfait. Là. Mais regarde, pour nous, c'est quand même,
avec les joueurs qui viennent un petit peu partout. On n'a pas vraiment eu de camp d'entraînement comme tel. Fait que la préparation était très clé. Et pour nous, c'est les principes. Il faut vraiment mettre ça au clair pour les joueurs, qu'est-ce qu'on veut. Et par la suite, c'était une mentalité. On cherche un rythme de jeu où on veut utiliser nos talents dans ce rythme de jeu-là. Aussi, l'exécution. Avec les matchs qui s'en viennent, on travaille encore sur le timing, mais pour nous, c'est vraiment une mentalité où on veut chercher les rondelles, la récupération des rondelles libres, ces choses-là, c'est très important dans ces tournois-là et c'est notre focus. À partir du match d'aujourd'hui, c'est des matchs sans lendemain. Vous affrontez la République tchèque en quart de finale. Une victoire, vous êtes assuré de jouer le quart et d'as. Comment on voit ça, la République tchèque, de ce que vous savez de cette équipe-là, qui avait pas mal commencé le tournoi, mais qui s'est fait corriger là, par la Russie 11-1 dans le dernier match? Bien, c'est sûr qu'on se prépare pour le match demain. On s'attend à un match très serré avec les Tchèques. C'est une bonne équipe tchèque de ce groupe d'âge. Et pour nous, c'est ceux qui ont quand même connu des très beaux moments dans ce tournoi. C'était une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Il y a certains défenseurs qui ont joué au championnat mondial de hockey junior cette année aussi. Et c'est une équipe qui est assez physique. C'est une équipe qui peuvent challenger un contre un souvent. Et pour nous, on s'attend toujours que les Tchèques qui défendent bien, ils sont confortables dans leur zone dans ces tournois ici et ils portent beaucoup d'attention sur les block shots, ces choses-là. Fait que c'est une fierté pour eux. Et c'est une équipe qui est capable d'attaquer en transition. Fait que pour nous, on se prépare ce soir pour le match de demain et on prend ça un match à la fois. Le Canada, quand il va au championnat du monde de hockey junior dans le temps des fêtes, c'est toujours la médaille d'or ou rien du tout. Quand on va au moins de 18 ans à cette période-ci de l'année, on sait qu'il manque toujours des joueurs parce que les séries éliminatoires sont en cours. Cette année, il manque ceux du Québec, mais est-ce que la mentalité est différente un peu cette année, se dire, hey, on a une chance d'aller jusqu'au bout dans ce tournoi-là parce qu'on est peut-être un petit peu meilleur que d'habitude, considérant qu'il y a plus de joueurs disponibles qu'en temps normal? Bien, c'est sûr pour nous, ça revient toujours sur la préparation. Et pour nous, c'est une préparation de médaille d'or. Et pour nous, on travaille sur ça à tous les jours. Il y a toujours des facettes de jeu à travailler, à corriger, à coacher dans ces tournois ici. Il y a des ajustements à faire, mais pour nous, la mentalité est vraiment de la préparation pour permettre de compétitionner pour un médaille d'or. Et pour nous, c'est ça le focus. Gordy, dernière question avant de te laisser aller. Il arrive quoi avec toi après ce tournoi-là? Ton nom a circulé à Trois-Rivières pour l'équipe de la SCHL. Moi, j'en avais parlé, puis tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret pour toi ou c'est encore un peu on va attendre la suite des choses? Hein? On va attendre la suite des choses. Il y a encore du travail à faire ici. Je suis très, très fier, très opportuniste pour avoir cette opportunité-là avec le Canada. Fait on travaille sur ça, sur le but ultime de notre équipe et par la suite, on verra la suite des choses. Merci beaucoup, Gordy. Merci, Stéphane. Alors voilà, entraîneur-chef, entraîneur adjoint de l'équipe canadienne des moins de 18 ans, Gordy Dwyer, à qui on a parlé au Texas, l'équipe qui a déménagé hier de Plano à Frisco. C'est là que va se dérouler la deuxième portion du tournoi pour la formation canadienne, qui l'a emporté, faut-il le rappeler, 12-1 à son premier match contre la Suède. Ça a été toute une raclée. On s'attendait à une bien meilleure opposition de la formation suédoise. Alors, je vous rappelle les rendez-vous à RDS ce soir en différé. Le match a lieu en après-midi, donc RDS va présenter le match en différé Canada-République tchèque. Et à compter de mercredi, les deux demi-finales et les deux finales sur RDS 2, 17h et 21h. On sera là en direct avec toute l'équipe pour compléter la couverture de ce mondial des moins de 18 ans qui est extrêmement suivi par les recruteurs de la Ligue nationale qui sont là-bas en grand nombre. Évidemment, on n'a pas vu beaucoup les joueurs canadiens cette année, surtout ceux de l'Ontario. Je vous rappelle également peut-être un petit mot sur notre Québécois, Guillaume Richard. Il va effectuer un retour au jeu ce soir. Il a raté le dernier match par mesure préventive. C'est lui présentement qui est le meilleur du côté canadien avec plus 8 sur la fiche des plus et moins. Il a commencé le tournoi avec un plus 6 contre la Suède. Il n'a pas joué la dernière rencontre. Lui qui joue cette année dans la USHL. On lui a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines ici à Sur la glace. Alors voilà donc notre segment U18. On va parler maintenant du Rocket de Laval, de la Ligue américaine.
Il y a eu des mauvaises nouvelles du côté du Rocket ce matin. On a annoncé que la saison était terminée pour 3 joueurs, Joseph Blandisi, Joel Teasdale, tous deux blessés au genou qui devront avoir besoin d'une opération. Et Michael Pezzetta, lui, blessé au visage. Tout ça est survenu lors du dernier week-end d'activité. En fait, ça remonte à une dizaine de jours contre Belleville. Dans le cas de Teasdale, c'est inquiétant un petit peu parce que c'est de nouveau son genou qui est blessé. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même eu la chance de se faire valoir cette année. Il faisait partie des meilleurs recrues de la Ligue américaine, mais lui qui a travaillé tellement fort pour revenir au jeu, voir sa saison prendre fin abruptement. Alors, Joël Bouchard était un peu franchement déçu aujourd'hui de la tournure des événements lorsqu'on lui a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Dans la dernière semaine également, du côté de la Ligue américaine, on a confirmé ce qu'on savait déjà ici depuis quelques semaines, c'est qu'il n'y aurait pas de série de la Coupe Calder cette année. Donc, pour une deuxième année de suite, pas de champion de la Coupe Calder dans la Ligue américaine. On va donner des trophées aux champions de division. Alors, le Rocket a de très bonnes chances de remporter le trophée Frank Matters qui sera remis aux champions de la section canadienne. Le Rocket qui est toujours premier au classement général. Il lui reste 7 matchs à jouer, le Rocket, 6 contre les Marlies et 1 contre les Sénateurs de Belleville. D'ailleurs, demain, on reprend l'action à RDS à compter de 19h, Toronto qui est de passage au Centre Bell. Vendredi, ce sera la visite des Sénateurs de Belleville. Puis après ça, au cours des 2 semaines suivantes, en fait, une semaine et demie suivante, les 11, 12, 14, 15 et 17 mai, il y aura 5 matchs contre les Marlies de Toronto. Et 3 de ces matchs-là seront présentés à RDS, soit ceux du 11, du 14 et du 15. On sera là donc pour compléter la saison du Rocket de Laval, une saison qui va peut-être être marquée par un championnat de saison régulière, mais malheureusement pas de séries éliminatoires. Alors, ce sera à surveiller donc ces matchs. Et question de garder le contact avec le Rocket, j'ai voulu m'entretenir avec une excellente recrue, Yann Michak. Évidemment, l'entrevue est en anglais, mais vous allez voir, le jeune homme se débrouille très bien en anglais. J'aurai l'occasion de traduire les propos par la suite. C'est une entrevue qu'on a réalisée hier midi avec le jeune attaquant qui a 2 buts en 15 matchs cette saison avec le Rocket. C'est le plus jeune joueur de l'équipe. Il n'a que 18 ans. En principe, lui, cette année, aurait dû jouer avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue junior de l'Ontario, mais en raison des circonstances, a eu la chance de demeurer toute la saison avec le Rocket de Laval. Il est fort possible que l'an prochain, il ait à retourner à Hamilton. On en a discuté dans cette entrevue qu'on vous présente à l'instant. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, mon invité, c'est Yann Michak, l'attaquant du Rocket de Laval. Yann, first of all, thanks for being with us. I think my first question is going to be simple. How you enjoy life with the Laval Rockets so far this season? I'm enjoying pretty well, thank you. It's awesome. We're winning. I believe that we play good. You see, the mood is better when you're winning, so it's pretty good. And I wouldn't believe that in 1 year ago that I would wake up every day and go to the bus center every day. So this is kind of dream come true. So I'm enjoying. If we take the last 16 or 17 months for you, it's been a lot crazy. I was there in Ostrava for the World Junior. You played for Czech Republic. Then you came to Hamilton last year, being drafted by Montreal, and of course with the pandemic, you were supposed to go back to play in juniors, but now you're a professional hockey player. So everything just went really, really fast for you for the last 17, 18 months. Yes, of course. I was kind of lucky that Steve Stales gave me opportunity from after World Juniors, so I joined at Hamilton. It was a big experience for me, and then pandemic shut the season down, so it was kind of bad. But then I was drafted to Montreal, so it was another dream for me. So it was awesome, and then World Juniors in Edmonton, we were kind of afraid if we will play it or not. So we were lucky that we played that. And after that, I didn't know that I would join Laval, so that's kind of better for me. So it's good. Can you compare the jump from Czech League to Hamilton last year and from Hamilton to Laval this year? Is it a lot bigger for the jump as far as quickness and fast of the game? And yeah, I believe it is. I believe that the difference between junior hockey in OHL and the AHL, it's big difference. It's more quicker, it's more tough for me. So a lot of fights here. So it's big difference. Tell me, probably next year you will have to go back juniors. You're only 19 years old next year. How does it? Do you feel a little bit of apprehension about that? Saying I was a professional player at 18 years old and have to go back juniors at 19. What do you think about that?
I believe that I'll just do what management here will tell me. I'm signed, so that's good, and they will decide what I'm gonna do. And I believe I just can't wait. I think it's good. I'll just play, and like I said, Steve Staios and Hamilton Bulldogs, he's an awesome person, and for me, I really respect him. So I believe that this connection is perfect, and like I said, I will just do what they will send me, and I'll play hockey. That's what I love. How's your life in Montreal right now? Where are you staying? Are you at the hotel? Are you like a billet family? What is it exactly for you in Montreal? Yeah, I live alone in condo right next to the Bell Center, and first few weeks was kind of hard because I just did everything on my own. I didn't know how to cook, so most of the time I just called to my mom, and she told me what I should do. So it was kind of hard, but I believe right now it's better. I just I'm here a few months, so it's better and better, and I like it actually. You gained a lot of maturity for sure for the past couple of months, living all through this. Yes, of course. Just take care of my life, of everything. Not my parents, just me. Are you missing a lot of Czech Republic right now? Are you feeling homesick a little bit sometimes? Or? Um, Actually, no. I'm living the dream. I love it here, and all is perfect. But the pandemic is kind of bad. But I believe soon it's gonna be better. And this age is good. That when I need anything, when I have to call to my parents or friends or my brother, I just use the phone. So it's easy. You do you feel you're very far from the level of the NHL? Of course, you have the chance to see the Canadians play, and you said just yesterday Cole Caulfield scored his first goal. He was playing with you guys a couple of weeks ago. So do you feel you're very far from the NHL? How long do you think it's gonna take? Another junior year, another American Hockey League year? What do you think? Um, I just think that I have to work hard, and we will see. I just want to play hockey. That's what I love. I just want to work hard. I want to practice. That's what I love. So I can't tell you the time, but I believe that if I work hard, there's a chance that I can make it. Who is your model as a player? Um, uh, my model as a player, ooh, there's a lot of players I like to look like. I like to watch the NHL good players. So I can't tell you the player. I just believe that I'm trying to be the best version of myself every day. So that's it. That's a fair answer for sure. You talk a lot about Steve Staios in Hamilton. What about Joel Bouchard in Laval? He helps you a lot, I think. Yeah. Yes, of course. It's perfect. I was so surprised what I saw here, and it's awesome. The maturity and the things how the people are working here. It's awesome. It's kind of unbelievable for me. So Joel is great coach, and he has a big I would say the word. I'm sorry. Uh, Impact on he's you? yeah no he's a person in charge. That's why we're winning. He's a great coach. Is it strange for you to play hockey against with 28 years old guys or something like that? I mean, there's a lot of players that you played against that played in the NHL that have long careers. Is it kind of strange for you to live that at 18 years old? Mm, no, I don't think it's strange. Back in Czech, I used to play against 4 years old guys, so I believe it's just thing I have to used to. Okay, Jan, a couple of last questions before letting you go. This afternoon, well, this evening, tape delay on RDS. We're gonna show the game Canada Czech Republic U18 as a quarterfinal. Do you have a lot of friends that still play for that team? Are you gonna watch that game or? Yeah, of course. I will support my country, and we'll see who's gonna win. I think it's gonna be tough for the Czechs. Yeah. Yeah, but I believe I support my country. I have a lot of friends there. One guy who actually used to train with me in my hometown, David Skuhrovec. So I'll just wish them luck, and I'll watch the game.
Yeah, of course. We're gonna wish them. We're gonna wish them luck too. I think Canada's gonna hedge, but we don't know what's gonna happen. I mean, I remember I was there when you guys beat the U.S. team at the under-20 tournament a couple of months ago. So, hey, Jan, it's always a pleasure to talk with you. It's always a pleasure to see a guy like you just smiling and having fun. So it's great, and good luck for the rest of the season. Thank you, sir. Appreciate that. Have a good day. Thanks, Jan. Quel jeune homme rafraîchissant, Yann Michak. Une belle conversation. J'ai aimé la plupart de ses réponses. Heureux d'être à Laval, de se réveiller tous les matins et d'aller jouer au Centre Bell. Il aurait pas cru ça possible, évidemment, il y a un an. Le cheminement de Michak, il a joué en République tchèque au début de la saison 2019-2020. Il a pris part au Mondial junior à Ostrava avec l'équipe de la République tchèque. D'ailleurs, ils avaient vaincu les États-Unis devant leurs partisans. Il y avait une ambiance survoltée dans ce building-là. J'étais là. Après le championnat du monde, Steve Stiles, qui est le président et directeur général des Bulldogs d'Hamilton de la Ligue de l'Ontario, l'a convaincu, il l'avait repêché, l'a convaincu de joindre les rangs des Bulldogs. Il a joué 25 matchs à Hamilton après Noël l'an passé, avant évidemment que la pandémie vienne tout arrêter. Et là, cette année, comme joueur il a été repêché par les Canadiens par la suite, évidemment, en deuxième ronde. Et cette année, il aurait dû normalement retourner avec les Bulldogs d'Hamilton. Mais là, c'est demeuré avec Laval. Il a eu la chance de s'entraîner sous les ordres de Joël Bouchard, qu'il apprécie beaucoup. Il dit, j'ai demandé un peu comment était la vie. Il vit seul dans un condo tout près du Centre Bell. C'était pas facile au début parce qu'il devait se faire ses repas et tout ça. J'ai eu à appeler ma mère quelques fois, mais il dit, je manque de rien. Le Canadien est là pour moi, puis ça se passe bien. Pas trop le mal du pays, s'ennuie pas trop, dit qu'il est juste chanceux de faire ce qu'il aime, de jouer au hockey, de s'entraîner à tous les jours. Je lui demandais un peu son modèle comme joueur de hockey. Pas vraiment de réponse. Elle dit, j'essaie d'être une meilleure personne moi-même à chaque jour, d'être un meilleur joueur chaque jour. Pas d'échéancier là, au niveau de à quand on va le voir un jour avec le Canadien. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une autre saison de hockey junior l'an prochain en Ontario où il devrait être un excellent joueur après avoir joué avec Laval cette année. Revenir avec le Rocket probablement dans 2 ans et qui sait par la suite obtenir une chance. C'est un jeune qui amène de l'enthousiasme, un peu comme Cole Caulfield l'a fait lorsqu'il est arrivé avec le Canadien. Alors, et je l'ai taquiné également à la toute fin parce qu'aujourd'hui, le Canada affronte la République tchèque. Il a évidemment plusieurs amis dans l'équipe des moins de 18 ans de la République tchèque. Il est un an plus vieux que ce groupe d'âge-là. Il s'entraîne avec un des joueurs d'ailleurs de la formation U17. Il dit, je vais encourager mon pays, mais il sait que ça ne sera pas facile de vaincre le Canada. Alors voilà donc pour cette entrevue avec Yann Michak, qui devrait être en uniforme là, avec tous les blessés, qui devrait être en uniforme demain soir face aux Marlies de Toronto au Centre Bell. Il a 15 matchs de jouer cette saison au niveau professionnel dans la Ligue américaine. Alors c'est vraiment inespéré quand même pour lui là, d'avoir eu la chance d'avoir cette progression-là qui s'est poursuivie au cours de la saison, malgré évidemment la pandémie là, qui se poursuit. Alors, je vous rappelle, donc, prochain match à l'antenne de RDS, demain contre Toronto, vendredi contre Belleville. En passant, la Ligue américaine a fait connaître l'identité de ses joueurs du mois. Boris Katchouk du Crunch de Seattle, 21 points en 12 matchs, joueur par excellence offensif du mois d'avril. La recrue du mois, c'est l'excellent Cole Perfetti du Moose du Manitoba, 13 points en 9 matchs. Lui qui a été le choix de première ronde des Jets de Winnipeg. Et le gardien par excellence du mois, Stuart Skinner des Condors de Bakersfield, 7 victoires, 2 défaites, moyenne de 1,93. C'est lui qui a été choisi le gardien par excellence du mois dans la Ligue américaine. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec maintenant. 5 des 6 séries de premier tour sont terminées dans la Ligue junior majeure du Québec. On a eu droit à 4 balayages. Les Foreurs de Val-d'Or qui ont éliminé en 3 matchs le Drakkar de Baie-Comeau. Les Saguenay de Chicoutimi ont fait de même avec le Phoenix de Sherbrooke. Les Tigres de Victoriaville ont éliminé également en 3 matchs les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Remparts de Québec ont éliminé en 3 matchs les Voltigeurs de Drummondville. La grosse surprise de la première ronde, l'Océanique de Rimouski, qui a eu besoin de 5 matchs, mais qui est venu à bout des Cataractes de Shawinigan. 2 des 5 matchs, des victoires par blanchissage de l'Océanique et du gardien Creed Jones, qui a été excellent dans cette série. Les Cataractes ont marqué 15 buts en 5 matchs. L'Océanique en a marqué que 10, mais l'Océanique est allé chercher une victoire de 1-0.
une autre de 2-0 dans le match numéro 5. Alors, l'Océanique se qualifie pour le deuxième tour, va jouer contre les Foreurs de Val-d'Or. C'est la seule série qu'on connaît au Québec présentement. Le match numéro 4 de la série Blainville-Gatineau aura lieu ce soir. L'Armada mène 2-1. Si les Olympiques veulent demeurer en vie et forcer la présentation d'un 5e match mercredi, se doivent de l'emporter dès ce soir. Sinon, c'est l'Armada qui va accéder au deuxième tour des séries. Je vais revenir sur la série Québec-Drummondville, évidemment, dans quelques instants, parce qu'il s'est passé tout un exploit vendredi soir. Je n'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Je veux parler avant du tournoi à la ronde des Maritimes qui s'est aussi terminé hier. En fait, le Titan Acadie Batters a réglé ça vendredi et samedi. Après les matchs de mercredi dernier, les 3 équipes avaient 2 victoires, 2 défaites, Batters, Saint John et Moncton. Et le Titan est allé chercher une victoire en prolongation contre Saint John vendredi et une en deuxième prolongation contre les Wildcats de Moncton samedi pour s'assurer le billet pour aller affronter les Islanders de Charlottetown en finale des Maritimes. Donc, Batters va jouer contre Charlottetown. La grande question en ce moment qu'on ne sait pas, c'est où aura lieu cette série. Est-ce qu'elle va se jouer à Charlottetown au complet? Parce qu'il n'est pas question de jouer des matchs. Du côté du Nouveau-Brunswick, on ne veut pas avoir de transport venant des autres provinces des Maritimes. Alors là, la question, c'est est-ce que l'île du Prince-Édouard va permettre aux Titans d'Acadie Batters d'aller s'installer à Charlottetown pour la durée de la série? On jouerait tous les matchs là-bas. Ou si, au contraire, ces 2 équipes-là devront s'en venir au Québec avec les autres formations du Québec au Centre Vidéotron et s'installer pour la durée de leur série. Évidemment, il y a des enjeux monétaires là-dedans parce que si la série a lieu à Charlottetown, premièrement, on sauve du voyagement pour les 2 équipes et les Islanders vont être capables de permettre peut-être à 8 ou 900 spectateurs de venir assister au match, donc une certaine forme de revenu là, pour 4, 5, 6 matchs, on verra. Si on doit s'en venir au Québec, bien évidemment, c'est des dépenses pour les 2 organisations et pas question de revenus supplémentaires. Alors, c'est un dossier qui est à suivre au moment où on enregistre l'émission, là, début d'après-midi, le 3 mai. Il n'y a pas de décision là-dessus. Ce qu'on a confirmé toutefois la semaine dernière du côté de la Ligue junior majeure du Québec, c'est que les 3 séries impliquant les formations du Québec en quart de finale vont toutes être jouées au Centre Vidéotron. Même chose pour les demi-finales et finales. Alors, on s'installe au Centre Vidéotron pour la balance des séries éliminatoires là, pour le prochain 4-5 semaines. Il y aura des matchs à raison de 2 matchs par jour, un à 13h, un à 19h30. Ça va commencer en principe vendredi après-midi. Comme je vous disais, la seule série dont on est assuré présentement, c'est celle qui va impliquer les Foreurs de Val-d'Or et l'Océanique de Rimouski. Les Saguenayens de Chicoutimi vont jouer contre les Remparts si jamais l'Armada gagne la série contre les Olympiques. Et les Saguenayens joueraient contre les Olympiques si jamais les Olympiques réussissent à revenir de l'arrière et à l'emporter. Les Tigres de Victoriaville, vous avez compris que c'est la même chose. Ça va être Québec ou ça va être Boisbriand selon le gagnant de la prochaine ronde des séries. Je reviens sur le match de vendredi soir en fin de 3e à Drummondville. Le gardien Thomas Sigouin des Remparts de Québec a marqué un but. C'était la 9e fois dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec qu'un gardien marquait un but, mais la première fois en séries éliminatoires. La dernière fois que ça s'était produit, Tristan Bérubé avait marqué un but le 17 janvier 2018 pour les Olympiques de Gatineau. Donc, ça faisait 3 ans que ce n'était pas arrivé. Là, Thomas Sigouin a marqué ce but-là. D'ailleurs, il a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine, en plus de son but. 3 victoires, aucune défaite devant la cage des Remparts, 2,21 moyenne de but alloué, 940 de taux d'efficacité. Il a été évidemment la grande étoile de cette série. Je veux faire une petite parenthèse également sur ce qui s'est passé avec le descripteur des Voltigeurs, Frédéric Beaulieu, là, qui a été pris à partie malheureusement sur les médias sociaux pour son manque d'enthousiasme sur le but de Thomas Sigouin. Je trouve ça dommage. Est-ce que la description aurait peut-être été un petit peu plus animée, considérant que c'était une première dans l'histoire? Oui, assurément. Mais en même temps, Frédéric Beaulieu est le descripteur des Voltigeurs et non des Remparts. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y avait la fatigue. Peut-être la déception aussi de voir les Voltigeurs se faire éliminer. On peut être d'accord ou pas avec la description. Là, la job fait en sorte qu'on s'attire des regards. Mais de commencer à enguirlander un descripteur sur Twitter, sur les médias sociaux, parce que vous n'avez pas aimé sa description. Il me semble que quelquefois, heureusement, c'est une minorité, là, puis je l'ai dit d'ailleurs, j'ai envoyé un message à Frédéric samedi matin et je lui ai dit de ne pas s'en faire, là, de regarder à l'avant, parce que moi qui écoute les descripteurs de chacune des équipes de la Ligue junior majeure du Québec pendant toute la saison,
Frédéric est probablement un des meilleurs. Puis je dis pas ça là, pour le défendre avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Là. C'est un grand garçon, puis il n'y a pas besoin de moi pour se défendre, mais je suis très objectif en disant que je trouve que parmi les 18 descripteurs là, qui font des matchs régulièrement de la Ligue junior majeure du Québec, Frédéric, qui a déjà fait la même chose pour les Cataractes de Shawinigan aussi il y a quelques années, est un des meilleurs. C'est mon opinion. Vous pouvez être d'accord ou pas. Mais bon, ça a fait jaser beaucoup. Je trouve ça dommage. Honnêtement, les médias sociaux, autant c'est une belle invention pour plein de choses, autant en certaines occasions, c'est vraiment épouvantable et on a vu un petit peu ce qui s'est passé. Heureusement, là, on va passer à autre chose. Mais je veux dire, ça reste une game de hockey junior. Là. Je veux dire, si quelqu'un. Moi, mon principe là-dessus, puis c'est très personnel ce que je vais dire là, puis je me sers de cette tribune que j'ai à chaque semaine pour le faire, c'est vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un là, pour vous écouter un match sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre télévision, vous trouvez que le descripteur n'est pas bon. C'est bien correct. Êtes-vous vraiment obligé de prendre votre clavier et d'écrire t'es pas bon, t'es un pas bon? C'est ça que j'ai de la misère un petit peu. Je ferme la parenthèse là-dessus. Bonne chance à Frédéric et bonnes vacances aussi pour la suite des choses. Donc, les séries de la LHMQ qui se poursuivent au cours des prochains jours. Ce soir, peut-être mercredi, s'il y a un 5e match entre Gatineau et Boisbriand. Sinon, ça va aller à vendredi pour le début de la ronde quart de finale. Il y a également une nouvelle qui a été rendue officielle au cours de la dernière semaine. Sylvain Favreau, qui était l'adjoint de Jean-Jacques Daigneault avec les Moussets d'Halifax, obtient la promotion et devient l'entraîneur-chef de l'équipe. Sylvain Favreau, qui a travaillé comme adjoint avec Jim Midgley, qui a travaillé comme adjoint avec Éric Veilleux également au cours des dernières années, aura finalement la chance de diriger cette équipe-là, des Moussets d'Halifax, qui seront une très bonne équipe dans la Ligue au cours des prochaines années. Alors, question de connaître un peu plus qui est Sylvain Favreau et de parler de cette nouvelle, j'ai réalisé cette entrevue avec lui. Je vous la présente à l'instant. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. On s'entretient avec l'entraîneur-chef des Moussets d'Halifax, Sylvain Favreau. Premièrement, Sylvain, félicitations pour cette nomination. Merci d'être avec nous. Sylvain, est-ce que tu as l'impression que ça te revenait? Tu étais rendu là dans ton cheminement après 4 ans comme adjoint avec 3 entraîneurs-chefs différents? Bien, c'est sûr que personnellement, moi, je me sentais prêt. J'ai passé quand même quasiment 7 ans 6 ans et demi comme entraîneur-chef au niveau junior. Puis là, c'est ma 4e saison comme adjoint au niveau junior majeur. J'ai travaillé avec plusieurs différents entraîneurs-chefs. Puis moi, je me sentais prêt. Est-ce que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il y a eu des opportunités dans le passé qui ne se sont pas concrétisées, mais personnellement, c'est sûr que je me sentais prêt. Pour les gens qui te connaissent moins un peu, ton cheminement a passé par la Ligue junior de l'Ontario, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai commencé dans la CCHL. J'ai joué moi-même dans la CCHL à la fin des années 90. Et puis, à mon retour d'Europe, ça s'est fait un petit peu par hasard que je suis rentré là-dedans avec les Rangers de Gloucester, puis ensuite les Grads de Cumberland, qui se nomment maintenant les Grads de Navan dans la CCHL. Donc, ça a été une belle école pour moi d'apprentissage comme coach. Et puis de là est venue l'opportunité à Halifax. Et puis, c'est comme je te disais tantôt, là, c'est ma 4e année ici à Halifax. Il n'y a pas eu beaucoup de stabilité, là, on va être honnête, à Halifax depuis le départ de Dominique Ducharme, là, qui avait quand même été là quelques années. Bon, il y a eu André Tourigny 1 an, on connaît, il s'ennuyait de sa famille, tout ça. Jim Midgley, Éric Veilleux, l'année de la Coupe Memorial, 2 ans, Jean-Jacques. Tu vas être le 5e en 6 ans. Est-ce que ça fait peur un petit peu? Ou? Non, je regarde ça comme, il y a toujours un côté positif et bénéfique de l'affaire. J'ai pu travailler avec plusieurs coachs différents, vraiment d'apprendre de chacun de ces individus-là. C'est sûr qu'on avait connu une super bonne saison ma première année ici avec Jim, mais je pense que l'organisation a décidé d'aller dans une différente direction justement parce qu'on était pour être les autres de la Coupe Memorial. Puis Eric avait eu du succès dans ce temps-là à Shawinigan, par exemple. Et puis, je pense que c'était de ce côté-là. Puis, malheureusement, pour l'organisation, heureusement pour Eric, il y a eu une opportunité d'aller avec le Crunch à Syracuse et Benoît Groux, puis Gilles Bouchard. Donc, je pense que d'un côté, c'est dommage, mais de mon côté, je pense que je vois ça d'un œil optimiste parce que j'ai pu apprendre de plusieurs individus différents. On regarde la formation des Moussets. Il y a plusieurs jeunes qui se sont signalés cette année. On sent que cette équipe-là là, est en train de remonter justement au lendemain de la Coupe Memorial de 2019. Tu vas avoir un bon noyau là, pour les prochaines saisons. Là.
Non, absolument. Je pense que ça devait se faire l'an dernier de se départir des Raphaël Lavoie, Benoît-Olivier Groux, Jared McIsaac, justement pour renforcer les coffres de l'équipe. Puis on a fait ça au dernier repêchage. Puis ces joueurs-là se sont vraiment démarqués cette année, là, 4-16 ans, plusieurs 17 ans, là, qui vont devenir vont passer de recrues, disons, à jeunes vétérans. Puis après ça, on a des jeunes vétérans comme Elliott Desnoyers, Zachary Lheureux, Cam Why Not, qui vont vraiment progresser à devenir des vétérans dans la Ligue. Fait que je pense que le futur, là, regarde bien ici à Halifax. Tu me parles un peu de la dernière saison. Bon, on connaît les circonstances. Vous avez joué beaucoup contre Charlottetown puis le Cap-Breton, là, presque exclusivement, en fait. Quand on est arrivé à la décision là, de peut-être se retirer des séries éliminatoires, on avait l'impression qu'on était allé au bout de ce qu'on avait à faire cette année. C'est un peu ça, quoi? Ben, je crois que, tu sais, c'est sûr que tout le monde a été un petit peu désappointé là, de la nouvelle. Nous, ce qu'on espérait, c'est que la bulle atlantique allait réouvrir éventuellement. Puis ça nous aurait donné la chance de jouer contre les équipes du Nouveau-Brunswick, puis de pallier un petit peu le manque à gagner pour ces équipes-là en match joué. Je crois que nous autres, on est une des équipes qui a joué le plus de matchs là, cette année. Donc, écoute, c'était une année difficile. Normalement, par exemple, nous, on fait une cédule au mois. Là, on était rendu une cédule aux 5 jours. Et puis, on ne savait jamais qu'est-ce qui était pour être la prochaine étape. On savait qu'on allait jouer contre le Cap ou Charlottetown. Je pense que comme jeune équipe, on a bénéficié de jouer contre Charlottetown parce que c'est tellement une équipe là, au sommet en ce moment là, de leur courbe, avec des bons vétérans et tout ça. Fait que je pense que ça nous a forcé, et surtout nos jeunes joueurs, ça nous a forcé à s'améliorer, à progresser contre une bonne équipe comme ça. Donc, c'est sûr que nous, on espérait d'avoir un semblant de série. Ça ne s'est pas concrétisé. C'est dommage, mais je pense qu'on se sent tous choyés qu'on a joué au hockey cette année. Puis, on a pu jouer plus que 40 matchs. Quand on regarde dans la Ligue de l'Ontario qui n'ont pas joué de match, puis dans la Ligue de l'Ouest, que ça a été c'est quand même minimum comme match joué, je pense que les jeunes ont quand même bénéficié cette année. On s'entretient avec Sylvain Favreau, nouvel entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax. Je veux te parler de Zachary Lheureux. C'est un espoir de premier plan pour la séance de sélection. Tu as eu la chance de travailler avec lui cette année. Il s'est amené de Moncton. La progression de ce gars-là, même s'il a seulement eu 40 matchs, moins quelques-uns parce qu'il a été suspendu, là, puis il en a échappé quelques-uns ici et là. Mais j'aimerais ça que tu me parles de lui un petit peu plus, qu'on l'apprenne à le connaître un petit peu. Là. Mais je pense que c'est un joueur, c'est un compétiteur dans l'âme, premièrement. C'est sûr qu'il a des habiletés individuelles incroyables. Je pense qu'il a beaucoup travaillé sur tout le côté physique cette année, là, de mettre le travail un petit peu là, hors glace pour pouvoir se donner la meilleure des chances pour aller au prochain niveau. Je pense que des habiletés individuelles incroyables, commencer à comprendre de ce que c'est de jouer en équipe et puis pas non seulement être un individu, mais être un individu à l'intérieur d'un groupe. Je pense aussi que en étant un joueur élite, c'est sûr que les jeunes regardent ce joueur-là, puis même si quand même un jeune vétéran a dû apprendre à devenir un leader, puis avoir un petit peu ces responsabilités-là. Fait que je pense que c'est un joueur en progression, puis qui va avoir un beau futur devant lui. Un peu de Brad Marchand dans le nez? Un petit peu, oui, je te dirais. Ouais. Absolument. La comparaison n'est pas méchante, quoi? Non, elle n'est pas méchante. Et puis, je pense que, comme je disais tantôt, c'est un compétiteur dans l'âme. Et puis, c'est un joueur acharné. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, sur la glace. Souvent, les joueurs un petit peu plus élites, il y a une couverture peut-être un petit peu plus ardue sur ces joueurs-là. Et puis, ça ne semble pas trop le déranger pendant son match. Donc, c'est un anglicisme, un petit peu un edge, je te dirais, là, qui démarque des autres. Quelle est ta situation? Tu as signé pour combien de temps? Est-ce que tu amènes des adjoints avec toi? Est-ce que ça, c'est déjà réglé? Là? Non, je pense que c'est vraiment là, c'est frais, c'est une nouvelle. Même moi, j'ai été pris un petit peu par surprise. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça à personne de perdre un emploi. Comme je te disais tantôt, moi, je me sentais prêt, sauf qu'il n'y a jamais un bon moment. Je vais être ici pour quelques années. Et puis, c'est prématuré là, pour le reste. Là. Vraiment, en ce moment, je me concentre à contacter les joueurs qui vont être de retour avec nous autres. Et puis, je prends ça un jour à la fois.
Dernière question, peut-être. Passer d'adjoint à entraîneur-chef dans la même équipe, on dit toujours que c'est un défi parce que l'adjoint, souvent, c'est le bon gars, puis l'entraîneur-chef, c'est plus le bourreau. Là, je vais le mettre en guillemets. Toi, comment tu vois ça? Moi, je pense que je suis pas. Ça ne m'inquiète pas trop en ce moment. Je veux dire, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense qu'il n'y a plus de joueurs maintenant de l'année de 2019 de la Coupe Memorial. Fait que pour moi, c'est un nouveau ou un renouveau dans le sens où il y a j'ai le respect des joueurs. C'est sûr que ça fait 4 ans que je suis ici. C'est sûr qu'il y a par moment des gens qui vont dire c'est difficile de passer d'adjoint à entraîneur-chef. Moi, je ne vois pas ça comme un négatif. Je pense que j'ai déjà des relations d'établir avec ces nouveaux joueurs-là et puis ça va juste continuer dans ce sens-là. Sylvain Favreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Mooseheads d'Halifax. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Alors voilà donc cette entrevue avec Sylvain Favreau, le nouvel entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax qui a grandi dans la Ligue junior A de l'Ontario. Le même circuit qui nous a entre autres amené il y a plusieurs années le récipiendaire de la Coupe Gagarine dans la KHL, Bob Hartley, qui avait également fait ses classes comme entraîneur dans la Ligue junior A de l'Ontario avec Hawkesbury. D'ailleurs, félicitations à Bob pendant que j'y pense comme ça là, pour sa conquête de la Coupe Gagarine. Lui qui a gagné la Coupe Stanley, qui a gagné en Suisse, qui a gagné dans la Ligue américaine, qui a gagné la Coupe du Président dans la LHJMQ et qui avait gagné également dans la Ligue centrale A de l'Ontario. Vraiment là, un gagnant à plusieurs niveaux, notre ami Bob, qu'on salue, notre collaborateur, qui va maintenant diriger la Lettonie aux prochains Jeux olympiques. Alors, il lâche pas, il ne se repose pas trop souvent, l'ami Bob. On le salue. Peut-être une petite note en terminant avant de vous laisser. En fait, 2 petites notes. On a appris cette semaine que peut-être que du 31 mai au 13 juin, il y a des joueurs de la Ligue de l'Ontario qui vont réussir à organiser là, une espèce de rencontre, un tournoi pour les meilleurs espoirs de la Ligue nationale qui n'ont pas eu la chance de jouer cette année. On parle d'une invitation peut-être pour une centaine de joueurs. Alors, c'est en train de se travailler en ce moment. On a eu des bribes de ça en fin de semaine. Ça pourrait être ouvert également à des gars de l'Ouest et des gars du Québec si jamais on peut réussir à mettre tout ça en place. Ça aurait lieu à Erie là, au début du mois de juin. En fait, du 31 mai au 13 juin prochain. J'aurai sûrement l'occasion de vous en parler au cours des 2 prochaines semaines lors de nos 2 dernières émissions. Petit éphéméride avant de vous laisser aller. Le 6 mai, alors ça c'est jeudi de cette semaine, le 6 mai 2011, il y a 10 ans, Dominique Ducharme devenait l'entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax. Il quittait le junior de Montréal. En fait, le junior venait de déménager à Boisbriand pour devenir l'Armada. Et Cam Russell et Bobby Smith offraient à Dominique Ducharme une première chance de devenir entraîneur-chef dans la LHJMQ. Et on connaît la suite. 2 ans plus tard, il a gagné la Coupe Memorial avec les Mooseheads. C'est par la suite amené à Drummondville, ensuite comme adjoint avec le Canadien et maintenant entraîneur-chef du Canadien. Alors, il y a 10 ans cette semaine, Dominique faisait le saut avec les Mooseheads d'Halifax. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je remercie mes invités, Sylvain Favreau des Mooseheads d'Halifax, Yann Michak du Rocket de Laval, Gordy Dwyer de la formation canadienne des moins de 18 ans, Félix Payet à la technique, Christian Daou à la recherche, Luc Dansereau à la coordination. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Sur la glace. Merci beaucoup.